Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 21. La maison n'était composée que d'une petite étable où bêlait une chèvre et d'une pièce principale mal éclairée par un feu mourant. Willem balaya les lieux du regard en entrant. Sur une couche de paille, au fond, gisait le corps de la femme qui les avait si mal accueillis plus tôt dans la journée. L'abbé se porta à sa hauteur et s'assura qu'elle était bien morte. Le regard vide, l'absence de pouls et la froideur de sa peau lui permirent d'établir sans peine le diagnostic. Adelaide était restée sur le pas de la porte, interdit. Le meurtre de la jeune fille ne trouvait toujours aucun sens à ses yeux, mais il ne sait pas s'en ouvrir à Willem. De son côté, ce dernier paraissait satisfait par la tournure prise par les événements. Il inspecta la pièce, mais cette dernière n'avait rien d'intéressant. Puis, il remarqua enfin l'état de son disciple. Tu es choqué, n'est-ce pas? Adelaide fut soulagée de cette question. Elle avait pour lui des vertus bienfaitrices. Il put enfin parler. Vous avez tué un enfant, maître? Oui, et toute sa famille. Répondit l'abbé en s'appuyant contre une table en bois. Il sentait que l'explication allait être longue. Nous ne savions rien de cet enfant, si ce n'est ce que nous en a dit son père. Nous n'avons pas vraiment pris le temps de vérifier. J'en savais suffisamment, crois-moi. Le ton cassant de la réponse poussa Adelaide hors des chemins de la politesse et de la dévotion qu'il fréquentait d'ordinaire. Il fit 3 pas dans la pièce et monta le ton. « Mais que pouviez-vous en savoir, enfin? Et même si quelque ignorant, quelque simple d'esprit livrait cette gamine à un culte quelconque, est-ce que cela méritait la mort ?» L'abbé ne goûta point les accents colériques de son moine. Cela put se lire un court instant sur son visage. Mais il préféra garder le contrôle, et en lieu et place de la colère, il voulut se faire pédagogue. Je ne peux pas t'en vouloir, Adelaide, et je peux comprendre tes doutes et tes questions. Mais crois-moi, nous n'étions pas là dans une simple croyance, ni même dans une hérésie ordinaire. Encore une fois, maître, reprit le moine avec un peu moins de vigueur, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? Nous n'avons dans cette affaire qu'entendu la parole du père. Cela n'est pas tout à fait vrai, mon jeune ami. Nous avons vu la fillette cet après-midi même, tu t'en souviens? Mais nous l'avons à peine aperçue sur le pas de la porte. Il désigna l'entrée de la bâtisse. Il eut un court instant de silence, puis Willem se redressa. Il fit de nouveau quelques pas vers le fond de la pièce. On eût dit qu'il cherchait ses mots et ses idées. C'est vrai, je l'ai à peine aperçu. Et ce que j'ai ressenti était si fort qu'il est aussi bien qu'il en fût ainsi. Tant de mal dans si peu d'êtres. Je ne sais pas comment j'aurais pu lutter vraiment si je m'étais faiblement retrouvé face à elle. Ressenti? Vous avez agi sur un ressenti? C'est sans aucun doute difficile à comprendre pour toi, mais je sais ce que je fais. Malgré tout le respect que je vous dois, c'est un peu court. Peut-être, mais pour l'instant, tu devras t'en contenter. La colère qui s'était un temps éloignée d'Adelaide revint en lui plus forte. Il était à nouveau prêt à se laisser emporter, mais une voix rauque derrière lui l'arrêta. « Excusez-moi, mon père !» Il se retourna. Le conducteur était là avec le cadavre de Gaston sur l'épaule. Sans réfléchir, le moine s'écarta et l'homme alla déposer son encombrant colis à côté du corps de la femme. Puis il ressortit et revint rapidement avec la petite Marion qu'il déposa sans délicatesse entre le corps de ses parents. Ensuite, il s'adressa à l'abbé. « Voilà, mon père, vous pouvez procéder. » Willem s'approcha des 3 corps sans vie et s'agenouilla pour prier.
De son côté, le conducteur s'était approché de la cheminée et s'empara avec 1000 précautions d'un des morceaux de bois qui y brûlaient. Quand le maître eut terminé ses prières, il se releva, se signa et se dirigea vers la porte sans se retourner. En passant à hauteur de Adelaide, il lui intima l'ordre de le suivre. Les deux ecclésiastiques quittèrent la maison. La pluie tombait encore, mais la charrette avait été amenée devant la porte et ils montèrent rapidement à l'intérieur. Dès qu'ils eurent quitté les lieux, le conducteur utilisa son bâton enflammé pour mettre le feu à la paillasse, puis au reste de la pièce. La pluie. Toujours la pluie en grosses gouttes, gouttes froides, gouttes lourdes. La campagne tout entière était noyée. Pas de lune, l'obscurité et juste des ombres. Parmi elles, celle de la charrette qui, lentement, s'éloignait des lieux du crime. Adelaide s'était murée dans le silence. Il n'avait pas repris la conversation et l'abbé ne l'avait pas relancé. Tu devrais dormir un peu. Finit par lui dire ce dernier. La route va être longue. Le moine ne répondit que d'un geste de la tête. Fais de beaux rêves. Willem s'allongea complètement et se retourna, laissant Adelaide à sa frustration. Ce dernier se pencha et souleva la bâche. Au milieu de la nuit, il vit le brasier de la maison qu'il venait de quitter. Ces flammes resteraient marquées dans son esprit pour longtemps. Très longtemps. En racontant ce souvenir, Adelaide avait fait attention de ne pas nous regarder, ni moi, ni Gaynor, ni Cornelis, qui peinait à traduire tout ce que disait le vieillard, tellement ce dernier parlait vite. Quand il eut terminé, et bien que la fin de son histoire nous laissa sur un goût d'inachevé, il eut un court silence, et le Gallois éclata de rire. Ben mince alors, jamais je n'aurais pensé que les Curtons pouvaient être aussi sanguinaires que nous. Le vieux fou n'avait pas compris, et Gaynor ordonna à Cornelis qu'on lui traduise. Cela ne parut pas l'amuser autant que notre chef. Je dois bien reconnaître que j'étais troublé par cette histoire, mais à ce stade, je ne voyais pas le rapport avec notre situation. Je fis donc poser la question par Cornelis, et Adelaide répondit très justement que c'est moi qui avais demandé des précisions sur la façon dont il traitait les cas qui lui étaient signalés. Je ne pus qu'être d'accord. Immédiatement, une autre question me vint à l'esprit. Était-ce toujours ainsi ? Ces gens d'église en charge de protéger le dogme se montraient-ils toujours aussi intransigeants et extrémistes ? Non, me répondit le vieux fou par le biais de son traducteur. Mais, ajouta-t-il, ils l'ont été. Il se reprit. Nous l'avons été souvent. Très souvent. Je me suis rendu compte que, même sur ces cas que je pensais résolus, nos hommes de main sont parfois repassés derrière sur les ordres de Willem. Le cas de la petite Marion fut pour moi le premier où je compris jusqu'où pouvait nous mener notre mission, et si je l'ai mal vécu au départ, je me suis vite fait une raison. J'agissais pour Dieu, et ce, même si certaines choses m'échappaient. En prononçant ces mots, Adelaide ne laissait paraître aucune hésitation. Il avait accepté ce côté obscur de sa mission. Gaynor avait raison. Ces hommes de foi, ces hommes de bien étaient, ma foi, bien proches de nous, vulgaires mercenaires, juste préoccupés par nos intérêts. Ce constat eut pour mérite d'apaiser encore un peu plus ma conscience, mais honnêtement, elle n'en avait pas franchement besoin. Gaynor se lassa de cet échange qui avait, ma foi, toujours bien peu de rapport avec notre préoccupation. Bien. Sans doute que je me répète, mais je me fous au fond de savoir que le clergé est une organisation criminelle comme une autre. Ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe ici. Comment ce sanglier est arrivé et comment nous pouvons faire pour nous en sortir. Cornelis, traduis-lui cela, tu veux ? Le flamand s'exécuta et Adelaide reprit la parole. Si vous voulez sortir d'ici, vous devez bien comprendre ce qui se passe. Et pour cela, je dois finir mon histoire. Je vous ai dit que Willem ne prenait en charge que certains cas, et je ne savais pas comment il les choisissait. À notre retour du village de Marion, j'avais perdu une partie de l'admiration que je portais à mon maître. Et, à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'elle allait revenir. Dans les semaines qui suivirent, je limitais mes interactions avec lui au strict minimum, et il finit par le remarquer et par m'interagir. Je n'eus une fois de plus pas le courage d'être totalement honnête avec lui, et j'essayais de fuir plutôt que de l'affronter. C'était oublier que l'abbé de Castillon n'était pas un homme à être abusé. Il connaissait parfaitement la nature humaine et me poussa jusque dans mes derniers retranchements. Je finis donc par lui avouer que je n'arrivais toujours pas à vivre en paix avec ce que nous avions fait à cet enfant. C'était un euphémisme. Je ressentais une terrible colère.
Willem m'invita à m'asseoir et tenta de se justifier. Au départ, je ne me sentais pas disposé à l'écouter vraiment, mais il insista et finit par me donner un élément qui m'interrogea. Il affirma que cela n'était pas la première fois qu'il était confronté à ce type de choses, et que le mal, ici, était bien plus puissant et bien plus marqué que dans une simple croyance. Je me demandais alors si quelque chose m'avait échappé, et je lui posai directement la question. Sa réponse fut directe et sans ambiguïté. Elle avait les stigmates, me dit-il. J'avais vu cet enfant et je n'avais rien remarqué de particulier chez elle. Même lorsque je m'étais penché sur son petit corps sans vie, je n'avais rien remarqué. Alors de quoi parlait-il ? Il m'expliqua alors qu'il avait vu ses bras et que sur ces derniers, il avait remarqué quelques déports encore discrets d'excroissance rappelant des racines. Le dernier détail que venait de donner Adélaïde résonna à moi comme un carillon annonçant l'incendie. Je me retournai immédiatement vers Gaynor et je vis que chez lui, il y avait eu une réaction. Comment ne pas penser aux étranges créatures que nous avions combattues dans les bois ? Des excroissances semblables à des racines ? Était-ce un détail ? Avant que je n'aie le temps de le faire, Gaynor interrompit Cornelis qui continuait sa traduction et exprima la raison de notre trouble. Le vieux fou écouta le flamand lui retranscrire les propos du Gallois et puis, s'adressant directement à lui, il reprit. « Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pris l'histoire de Marion totalement par hasard. Elle est liée à ce qui se passe ici, aujourd'hui et maintenant. Pour vous en convaincre, laissez-moi continuer mon récit. » L'échange que j'avais eu avec Willem m'avait un peu apaisé. Un peu seulement, car une chose terrible s'était dès lors greffée en moi. Une chose qui peut tout détruire, le doute. Au début de l'hiver suivant, pourtant, un événement allait me ramener totalement dans les pas de mon maître. Depuis notre étrange intervention, Willem n'avait pas quitté l'abbaye. Pour ma part, j'avais été envoyé 2 fois en mission, mais je n'avais croisé que 2 prédicateurs sans grande force face à notre église. Les choses s'étaient résolues par un bannissement et une mise en prison. Un matin de décembre, Castillo me convoqua dans sa cellule et m'annonça que nous devions repartir ensemble. En voyant mon visage se fermer, il eut un sourire navré et me promit quelque chose. Cette fois, me dit-il, tu vas comprendre et tu vas tout comprendre. 2 jours plus tard, nous étions en chemin et nous finîmes par arriver dans un petit village anonyme. Il neigeait, il était tard et, par chance, nous trouvâmes une auberge où nous pûmes prendre un repas chaud. L'abbé ne voulait pas agir le soir même, il préférait attendre le lendemain. « Il fera jour, m'avait-il dit, et tu verras mieux ce que nous affronterons. » Effectivement, je ne pensais pas qu'il parlait au sens aussi littéral du terme. En ce début d'hiver, le village qui s'offrit à nos regards le lendemain n'avait rien de très accueillant. La place centrale n'était guère qu'une pataugeoire de boue et les quelques maisons qui l'entouraient ne tenaient debout que par miracle. Avant de quitter l'auberge, Willem fit une longue prière. Il le faisait tous les matins, mais ce jour-là, elle fut encore plus longue que d'habitude. Et en l'observant, je pus voir qu'il était plus concentré que jamais. Nous traversâmes le village et je pus rapidement constater que toutes les intentions convergeaient vers nous. Les gens s'immobilisaient pour nous suivre de regard et certains se signaient. Il n'y avait chez eux aucune agressivité, aucune animosité. De toute façon, elle aurait été bien vite calmée par l'intervention de notre conducteur qui nous suivait à une dizaine de pas derrière nous et faisait office de garde du corps. J'étais d'ailleurs étonné que nous n'ayons pas pris la charrette pour nous rendre là où nous devions aller, et je posai la question à l'abbé qui me répondit, un peu évasif, que cela était tout près. Cependant, nous quittâmes le village et nous engageâmes sur un petit chemin de pierre. Je me fis alors la remarque que Willem semblait connaître les lieux car il avançait sans la moindre hésitation. Je lui demandai s'il était déjà venu, il me répondit que non, et je lui fis alors part de mon étonnement. Il semblait connaître les lieux. Il s'arrêta, se retourna vers moi et me sourit. Et il me dit qu'il n'avait pas besoin de connaître les lieux, qu'il avançait au hasard et qu'il laissait les choses se faire. Je ne suivais pas du tout son raisonnement, et pour m'aider à le faire, il me fit signe de me retourner. Les villageois qui, quelques instants plus tôt, nous avaient manifesté leur intérêt, ne s'étaient pas désintéressés de nous. Ils s'étaient mis à nous suivre. Une petite quinzaine d'individus marchaient derrière nous à une centaine de pas. Que voulaient-ils ? Cette étrange démarche ne me rassura pas, et la confiance qu'affichait l'abbé m'étonnait au plus haut point. Il se détourna de moi et dit simplement « Continuons. Je pense que nous sommes sur la bonne route. » Alors, nous avons repris notre marche.
À plusieurs reprises, je me suis retourné. Les gens étaient toujours là, toujours à la même distance. Cette étrange procession arriva bientôt dans une sorte de croisement et Willem hésita. Il me regarda et dit simplement que le moment était venu. Il repartit en arrière et interpella nos suiveurs. L'un d'eux s'approcha de lui, s'inclina pour le saluer et ils commencèrent à discuter. D'où j'étais, je n'entendais pas bien ce qu'ils pouvaient se dire, mais lorsque De Castillon revint vers moi et le conducteur, il dit simplement qu'il était allé la chercher. Nous attendîmes un long instant, et puis d'un seul coup, nos étranges compagnons s'écartèrent pour laisser passer deux des leurs, qui tenaient entre eux une petite fille. Le choc fut terrible. C'était Marion. Du moins, si ce n'était pas elle, c'était exactement la même petite fille. L'abbé se tourna vers moi et me demanda simplement « Tu comprends maintenant ?» Je fus bien en peine de lui répondre. Comment cela était-il possible? Comment cette petite fille pouvait-elle être là? L'homme qui s'était entretenu avec Willem s'approcha de nous et nous dit simplement que la jeune fille était à notre disposition. Willem m'ordonna de m'agenouiller et de prier. Il fit de même. Nous récitâmes 3 prières et la petite, qui était toujours tenue par les 2 gaillards, nous regarda en pleurant. Elle savait ce qui l'attendait. Alors, Willem fit un signe au conducteur et ce dernier, comme la dernière fois, sans hésiter, tira son couteau. Adelaide fit un signe clair et sans ambiguïté pour nous faire comprendre ce que le conducteur avait fait de son arme. Cornelis n'eut pas besoin de traduire. De son côté, Gaënor, toujours aussi peu sensible au récit du prêtre, réitéra sa question. Mais quel rapport avec notre situation? Cette fois-ci, cependant, il ne posa pas la question en haute voix, mais m'en fit part discrètement après s'être penché vers moi. À ce moment-là, une idée me traversa l'esprit. Et si le vieux fou cherchait à gagner du temps? Il n'avait pour but, en nous contant ces histoires dont nous n'avions aucun moyen de vérifier l'authenticité, de nous distraire en attendant. En attendant quoi? C'était une vraie question. Peut-être avait-il des complices prêts à intervenir. Peut-être craignait-il que nous nous en prenions à lui et qu'il cherchait à retarder l'échéance. Cependant, il y avait dans ses intonations, dans son attitude générale, des accents de sincérité qui me poussaient, à minima, à lui accorder le bénéfice du doute. Et puis, cette histoire de petite fille jumelle diabolique me paraissait bien alambiquée pour être le fruit de son imagination. S'il avait voulu distraire notre attention, il aurait été plus efficace de nous conter une fable plus commune. Je répondis donc à Gaënor qu'il serait bien de le laisser continuer, et le Gallois, un peu contrarié, finit par en convenir. Adelaide reprit donc son récit. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.